Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour la petite chronique vidéo. Nous sommes à la cour des Valois, des Albret, des Bourbons et nous allons voir ce qui s'est passé parfois en lien avec la cour des Tudors dont je vous parle depuis tant d'années maintenant. Alors, cette semaine passée a vu la naissance en 1476 de Louise de Savoie. Louise de Savoie, c'est une femme de la Renaissance extraordinaire. Elle était la mère de François Ier et de Marguerite d'Angoulême. Elle a été mariée vraiment très jeune, elle avait à peine 12 ans lorsqu'on l'a mariée en 1488 à Charles d'Orléans qui était le comte d'Orléans. Et c'est vraiment un mariage très particulier. Ce Charles d'Orléans avait déjà 2 maîtresses officielles et il a épousé Louise. C'était donc un ménage à 4 qui a perduré jusqu'à la fin de la vie de ce Charles d'Orléans. Alors évidemment, Louise était très jeune quand elle s'est mariée. Elle a mis du temps avant d'enfanter. Elle était allée voir un moine qui s'appelait François de Paul, et François de Paul lui avait dit qu'elle aurait un fils et qu'elle serait la mère d'un roi. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Louise est quelqu'un qui a été très persévérante toute sa vie. Elle a d'abord eu un enfant, mais alors c'était pas le garçon attendu, c'est Marguerite qui est arrivée la première. Elle a fait de Marguerite une femme lettrée, vraiment très instruite, très intelligente. Et puis enfin, ensuite est arrivé ce garçon qu'elle a adoré et qu'elle appelait Mon César, c'est pour vous dire. Donc elle a vraiment élevé ses 2 enfants avec cœur. Elle était veuve à 19 ans, donc c'était vraiment très tôt. Et sa devise était Libris et Libertis, c'est-à-dire pour mes livres et pour mes enfants. Elle a vraiment consacré tout son temps à faire en sorte que justement François Ier monte les échelons. Alors à l'époque, le roi de France était Louis XII. Louis XII avait épousé Anne de Bretagne. Anne de Bretagne avait d'abord été l'épouse de Charles VIII. Et Charles VIII, c'est celui qui est mort après s'être ouvert le front au château d'Amboise. Il a succombé à un traumatisme crânien. Anne de Bretagne a eu beaucoup d'enfants, elle a eu des fils, mais qui sont tous morts-nés ou morts tout de suite après la naissance. Donc c'était vraiment terrible pour elle de ne pas avoir pu donner de successeur à son époux Louis XII. Et lorsqu'elle est décédée, Louis XII a épousé la plus jeune sœur d'Henri VIII, Marie Tudor. Alors Henri VIII a eu aussi une fille qui s'appelait Marie Tudor, mais là c'était sa jeune sœur. Et il était vraiment ravi de cette alliance. Marie était absolument magnifique. Pour lui, c'était une très belle reine et il espérait qu'il aurait avec Marie un héritier mâle. Alors pour Marie, c'était beaucoup moins drôle parce que Louis XII était vraiment très âgé et elle-même, on le sait, je vous en ai parlé dans des vidéos que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne, était très éprise du duc de Suffolk, Charles Brandon, qu'elle va épouser d'ailleurs par la suite. Parce que Louis XII meurt sans enfant et c'est donc son cousin François d'Angoulême, donc qui devient François Ier le 1er janvier 1515. Il s'était assuré de lui faire épouser sa fille Claude de France, puisque justement Louis XII et Anne de Bretagne ont eu 2 filles vivantes, Claude de France et Renée de France. Donc c'était donc son gendre qui montait, son gendre et cousin qui montait sur le trône de France. Et pour Louise de Savoie, ça a été vraiment extraordinaire parce que ses rêves s'accomplissaient. Ça nous fait tout à fait penser à un autre personnage de l'histoire d'Angleterre qui était Margaret Beaufort, la mère d'Henri VII. Une femme qui, elle aussi, toute sa vie a œuvré pour que son fils puisse monter sur le trône d'Angleterre. Donc vous voyez qu'à la Renaissance, on a vraiment des femmes extraordinaires.
Ce que l'on sait, c'est que Louise de Savoie, qui avait perdu sa mère très tôt, à l'âge de 6 ans, a été élevée par un oncle et par sa tante Anne de Beaujeu. Et Anne de Beaujeu était vraiment une femme de poigne, hein, à la fin du Moyen-Âge, début Renaissance. Donc elle a inculqué des valeurs de persévérance et de force à Louise de Savoie. Et Louise de Savoie a montré ses compétences justement quand son fils François Ier est parti faire les guerres en Italie. Ces guerres en Italie, elles avaient déjà été commencées sous Charles VIII et elle a été régente de France. Alors une première fois en 1515, bataille de Marignan, où François Ier est un jeune roi chevalier victorieux. Nous parlerons de Bayard, hein, à un autre moment, qui est celui qui aurait adoubé chevalier François Ier sur le champ de bataille de Marignan, mais vous verrez qu'autour de tout ça, il y a une partie de légende. Puis elle a été régente de France aussi 10 ans plus tard, en 1525, lors de la bataille de Pavie, qui est une bataille où malheureusement, eh bien, François Ier a été fait prisonnier par Charles Quint. Donc, elle s'est quand même montrée vraiment une fine politicienne à ce moment-là. Elle a énormément été aidée par un homme qui s'appelait Antoine Duprat, qui a mal fini. Mais elle a déployé vraiment des moyens considérables pour gérer le royaume, pour aider son fils à être libéré. Marguerite, la sœur de François Ier, va d'ailleurs jouer un rôle très très important dans cette libération. Le choix de François Ier, au-delà d'une rançon en argent tout à fait considérable, fut de malheureusement laisser ses fils en otage. Et ça, c'est pas brillant pour son image. Alors le 12 septembre 1494, c'est la naissance de François Ier. Nous venons de parler de sa mère, donc vous voyez qu'à 18 ans d'écart, et un jour, puisqu'elle est née le 11 septembre et François était né le 12, eh bien ce bébé arrive au château de Cognac, hein, à côté d'Angoulême. Alors c'est vraiment une joie immense, hein, comme on l'a dit précédemment, pour Anne de Bretagne d'avoir ce fils. Et elle le nomme justement du prénom de François de Paul, qui lui avait prédit qu'elle aurait bien un fils et qu'elle aurait bien un fils qui deviendrait roi. Alors François Ier est un vrai prince de la Renaissance, hein, il a été très bien éduqué. On sait qu'il était toujours en concurrence avec le roi Henri VIII d'Angleterre. Je vous parle beaucoup d'Henri VIII, hein, qui est un personnage absolument passionnant, qui n'a pas toujours été le tyran que nous connaissons, mais qui a été, comme François Ier, un jeune prince de la Renaissance, vraiment très éduqué, très sportif, athlétique, qui chassait, qui savait parler plusieurs langues, qui jouait de la musique, donc des hommes vraiment extraordinaires. On l'a dit, en premières noces, François Ier a épousé Claude de France, hein, qui lui a donné plusieurs enfants. L'aîné, malheureusement, François est décédé. C'est Henri qui monte sur le trône sous le nom d'Henri II. Alors on sait que François Ier, malgré toutes ses maîtresses, a beaucoup respecté son épouse Claude de France, qui était toujours enceinte et toujours fatiguée, hein, qui a eu plus de 10 grossesses et qui certainement était très très affaiblie par la syphilis. Il l'a certainement transmise aussi à ses maîtresses. Alors l'une d'elles était Françoise de Foix, qu'il aimait énormément, et puis ensuite Anne de Pisseleu, qui était une femme mais vraiment avec un caractère absolument épouvantable. Mais il disait lui-même qu'une cour sans femme était comme un jardin sans fleurs, et c'est vrai que c'était un séducteur et qu'il a eu un très grand nombre de relations. Alors François Ier a été sacré roi dans la cathédrale de Reims, donc le 15 février 1515. Pour lui, cette année 1515 était vraiment une année de gloire. Alors on le sait, à la Renaissance, hein, on avait vraiment 3 rois qui étaient extrêmement importants en Europe. Henri VIII, nous venons d'en parler, François Ier bien évidemment, et le troisième à entrer dans le jeu était Charles Quint. Charles Quint qui était extrêmement puissant,
qui était roi des Espagnes, la Castille et l'Aragon, et puis d'autres territoires. Et en 1519, eh bien, c'est Charles Quint qui devient empereur du Saint-Empire germanique, alors que François Ier avait postulé. Ça a été vraiment une déception pour lui de ne pas pouvoir devenir empereur, et donc on a ce trio de rois qui pendant des années eh bien, vont être en concurrence, vont être alliés et puis vont être ennemis. En 1530, à la libération de ses fils, François Ier va épouser Éléonore d'Autriche, qui est justement la sœur de Charles Quint. C'est une femme qu'il n'aima pas, qu'il respecta néanmoins, mais beaucoup moins qu'il avait respecté son épouse Claude de France. Il était donc très amoureux de Françoise de Foix, hein, la comtesse de Chateaubriand, et puis ensuite il est tombé éperdument amoureux d'Anne de Pisseleu, qui vraiment avait une emprise hein, sur lui et arrivait à lui faire financer énormément de bijoux, de châteaux. Pour autant, ça ne l'empêcha pas d'avoir des maîtresses. Alors François était très proche de son premier fils, l'aîné François, et il avait des rapports beaucoup plus difficiles avec Henri, celui qui finalement allait lui succéder. Henri ne lui a jamais pardonné de les avoir échangés pour qu'il regagne sa liberté. Il est vrai que souvent, en tant que parents, hein, on donnerait tout ce que l'on a et notre vie pour nos enfants que nous adorons. Et là, eh bien, effectivement, le choix de François Ier de donner ses enfants en otage à Charles Quint après la bataille de Pavie a laissé des traces vraiment indélébiles. Et quand François est mort, eh bien, François Ier et son fils Henri, celui qui allait devenir Henri II, ont eu beaucoup de mal à s'entendre et à discuter. Puis François s'affaiblissait. C'est vrai que les effets de la syphilis sont absolument terribles sur le corps. Il souffrait beaucoup, il était très affaibli par la prise de poids et les maladies hein, qu'il ne cessait de contracter. Il avait en plus une fistule à l'anus qui le faisait terriblement souffrir. C'était très courant à l'époque parce qu'on montait à cheval, et donc ces hommes-là, rois, chevaliers, étaient toujours à cheval, et donc c'est malheureusement un des effets négatifs hein, de l'équitation justement à haute dose. Et il s'éteint donc le 31 mars 1547 au château de Rambouillet. Une septicémie s'était développée, donc il souffre vraiment au dernier moment. Et on va l'inhumer au mois de mai 1547 à la nécropole de Saint-Denis, à la nécropole des rois et des reines de France. Et cela en est fini de notre François Ier. Alors on en parlera encore beaucoup parce que bien évidemment, dans cette histoire des Valois et des Albret-Bourbon, eh bien, il est en relation avec énormément de personnages. Donc, on développera tout ça. Le 13 septembre, plus tard, hein, 1592, on a la mort de Montaigne en Périgord à l'âge de 59 ans. C'était un homme de droit, un écrivain, un philosophe célèbre qui a écrit les Essais. Alors, je ne sais pas si vous les avez lus. Mais lorsque l'on était en formation littéraire, eh bien, on nous demandait de lire les essais de Montaigne. Donc cette semaine-là a encore vu hein, des événements très importants. En 1598, c'est la mort de Philippe II, le fils de Charles Quint. Nous en reparlerons aussi dans d'autres vidéos. Je vous ai beaucoup parlé de Philippe II en lien avec Élisabeth Ier d'Angleterre, puisqu'Élisabeth Ier d'Angleterre, grâce à sa flotte, a réussi à vaincre l'invincible armada de Philippe II et des Espagnols. Donc là, je vous invite aussi à aller retrouver les petites vidéos. Et puis, on va terminer avec un événement important et qui là se passe à la cour des Bourbons avec notre fameux Henri IV hein, que j'adore et dont je parle absolument tous les jours. Alors, Henri IV est né à Pau en 1553. C'est un homme qui avait pour père Antoine de Bourbon et pour mère Jeanne d'Albret.
Ses grands-parents étaient donc Henri d'Albret et Marguerite d'Angoulême. Puis c'est un homme qui, au cours de sa vie, a connu plusieurs conversions. Je vous ferai une petite vidéo spécialement sur ce thème-là parce que ça vaut vraiment le coup. On lui a beaucoup reproché de s'être converti plusieurs fois et de passer du catholicisme au protestantisme, ou plutôt du protestantisme au catholicisme. Mais il y a des explications vraiment très très précises. Pour la dernière date importante de ce qui s'est passé dans la semaine du 11 au 17 septembre, eh bien, nous avons en 1595 l'absolution définitive d'Henri IV par le pape Clément VIII. Il a passé toute une partie de sa vie protestant et il était protestant quand il est monté sur le trône de France en 1589. Donc je ne vais pas trop développer aujourd'hui pour que ça ne fasse pas trop long, mais je vous ferai des vidéos vraiment sur ces sujets-là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez donc retrouver tous mes ouvrages avec le lien ci-dessous. Merci beaucoup pour vos commentaires et vos likes, ça me fait vraiment très plaisir. Puis j'espère que mes petites chroniques eh bien, vous permettent d'apprendre plein de choses et je le fais avec cœur et je suis ravie de vous transmettre tout ça. Je vous dis donc à la semaine prochaine, portez-vous bien.